Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste du Parti Les Républicains aux élections européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Joe Biden qui vient d'annoncer le durcissement, c'est très intéressant, des droits de douane sur les produits chinois. Info qui est tombée hier notamment, les produits de la transition énergétique. On parle des véhicules électriques, des panneaux solaires, de l'acier, des minerais critiques, des produits de santé, avec une mesure choc, en tout cas très politique sur les voitures électriques qui seront désormais taxées non plus à 25%, mais à 100%. Les voitures chinoises, vous me direz, il n'y en a que quelques milliers qui rentrent chaque année pour le moment sur le sol américain. Il a raison, le président, de défendre le Made in America. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui, la Chine a une stratégie offensive de conquête de nos marchés pour détruire la production industrielle en Europe. Une stratégie de surproduction massive que Xi Jinping assume d'une manière explicite. Il a, dans un discours en septembre 2023 sur les nouvelles forces productives de la Chine, expliqué son ambition pour faire en sorte que la Chine aujourd'hui prenne le leadership, et pas seulement le leadership, c'est même plus une question de leadership, mais assume une forme de domination sur le marché mondial, notamment sur les sujets de transition environnementale. Il refuse de dire qu'il y a surproduction des produits chinois. Quand il était en France, le président chinois, il a dit non, il n'y a pas d'excédent, etc. Oui, il suffit de regarder la manière dont fonctionne aujourd'hui l'industrie chinoise. Il suffit de regarder les circuits commerciaux. Regardez les ports européens aujourd'hui sont déjà saturés de véhicules chinois qui s'amoncellent. Et on a aujourd'hui une vraie volonté explicite de la part du régime de Pékin de faire que cet excédent commercial devienne le moyen d'équilibrer les tensions internes au marché chinois. Moi, je ne reproche pas à la Chine de défendre ses intérêts. Ce qui, en revanche, me pose problème, c'est que l'Europe ne défende pas les siens. Alors, il y a une série d'enquêtes sur les subventions aux véhicules électriques fabriqués en Chine, une série d'enquêtes qui ont été lancées dans d'autres secteurs aussi, dans les panneaux solaires, qui pourraient déboucher possiblement sur des sanctions avant l'été. On est encore trop naïf face à cette agressivité commerciale chinoise où on est en train de changer en Europe. On est trop lent surtout. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais que le problème de l'Europe, c'est la lenteur entre le moment où on réalise la menace et le moment où on agit. Ces enquêtes, elles ont été menées, elles sont menées dans le cadre d'un instrument de protection que nous avons créé au cours de ce mandat, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite parce que tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, la Chine est capable de vendre des véhicules à des prix qui sont manifestement, en réalité, en deçà même des coûts de production auxquels elle doit faire face. Donc il faut réagir de manière très déterminée, réagir comme la Chine elle-même le ferait, comme les États-Unis le font. Et puisque les États-Unis le font, il y a une menace plus importante encore pour l'Europe, parce que si le marché américain devient de plus en plus hermétique à la production chinoise, l'Europe va devenir le débouché prioritaire. Moi, ça fait... On surtaxe. Aujourd'hui, vous savez à combien on taxe les véhicules 10%. chinois? Exactement. 10%, les États-Unis étaient à 27,5%, là ils vont passer à 100%. Voilà. Donc voilà, il faut... Il est où le curseur pour nous Européens? Parce que certains disent que même si on surtaxait à 30, voire 50%, ça n'effacerait pas l'écart de coût de compétitivité, bien sûr. Avec la Chine. C'est pour ça que moi je pense que la question n'est pas seulement la taxation, la question c'est de mettre en œuvre une politique de quotas par exemple, pour garder la production européenne. Par exemple, aujourd'hui on le voit très bien sur le panneau solaire, on le voit sur l'éolien. La Chine produit aujourd'hui 60% de la totalité des turbines qui sont fabriquées dans le monde. Donc il faut mettre des quotas pour empêcher la dévastation de nos filières industrielles, comme on l'a vu avec le panneau solaire. Et puis le dernier point, c'est, je crois, assumer de regarder en face les erreurs qui ont été commises, y compris au cours de ce mandat. Moi, je me suis opposé avec détermination à ce projet désastreux d'imposer l'interdiction du véhicule thermique en Europe à partir de 2035. Il y a une clause de revoyure en 2026. Mais moi, je porte dans ce débat la nécessité de revenir sur cette décision. Nous nous y sommes opposés. Pourquoi ? Pas parce qu'on est hostile à la décarbonation. Il faut décarboner les transports. Mais d'abord, moi, je crois à un principe fondamental qui vaut pour la politique et pour l'économie, la relation entre les deux, le principe de la neutralité technologique. C'est-à-dire, le rôle du politique, c'est de dire le but. Et ensuite, l'industrie, la recherche, la science ont pour mission de développer les moyens. Mais ce n'est pas aux politiques de dire quelle est la bonne techno pour atteindre un objectif. Ça, c'est le rôle des entreprises. Et chacun. Donc vous souhaitez quoi en 2026 lors de cette clause de revoyure? Qu'on sorte complètement de la logique qui consiste à imposer une technologie plutôt qu'une autre. Qu'on dise voilà quel est notre objectif en termes de décarbonation et voilà quel est ce qu'on veut imposer sur le cycle de vie d'une voiture. Parce que autre principe qui n'est pas pris en compte par cette règle telle qu'elle a été votée, c'est qu'il faut regarder les émissions de carbone d'un produit sur la totalité de son cycle de vie, de sa construction
à son recyclage éventuel. Si le recyclage est possible, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont la Chine empêche le recyclage de ses propres batteries. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le véhicule électrique imposé à partir de 2035 a été un cadeau fait par une majorité au Parlement européen, à laquelle nous nous sommes opposés, au régime de Pékin. Cette majorité, c'était les socialistes, les Verts, l'extrême gauche, les députés macronistes. M. Canfin a été l'un des grands relais de cette décision. Et en fait, le jour où cette décision a été prise, j'ai expliqué à mes collègues qu'ils étaient en train d'offrir un avantage compétitif exceptionnel à la stratégie chinoise. Moi, je crois qu'il faut faire le contraire. Sortir de la naïveté, ça veut dire aussi ne pas se tirer des balles dans le pied. Et pour avoir dénoncé, pour avoir alerté sur cette espèce de naïveté européenne à l'égard de la Chine, j'ai appris il y a quelques jours que j'avais été moi-même ciblé par une attaque des services secrets chinois. Je l'ai appris par les services américains, confirmé par les services français. J'ai déposé plainte pour ça. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, la Chine est un compétiteur global qui a une stratégie offensive et qu'on ne peut en aucun cas faire comme si la relation entre nos régions, entre sauf que les la Allemands Chine ne sont pas, et l'Europe, les Allemands ne sont pas sur votre ligne, sur une ligne agressive commercialement, de riposte à l'égard de cette concurrence déloyale et de cet afflux massif de produits chinois à bas coût. Je ne veux en aucun cas d'agressivité, je veux juste qu'on ne soit plus naïf. Et je ne veux surtout pas qu'on ferme le marché européen à la compétition mondiale. Je crois que nos entreprises sont exceptionnelles, je crois que nous avons des atouts incroyables à faire valoir sur le marché international. Ce que je dis simplement, c'est que pour que le commerce soit légitime et fécond, il faut qu'il soit loyal. Et donc, on va évidemment continuer de commercer avec la Chine. Le but n'est pas de déclarer la guerre à la Chine, de même qu'on va continuer de commercer avec les États-Unis. Mais la vérité de cette relation doit être rétablie sur des bases équitables. Donc quota plus surtaxe. Pour faire en sorte qu'on sorte de cette concurrence déloyale qui est imposée aujourd'hui à nos propres producteurs. Comment est-ce que vous voulez que notre industrie automobile soit capable d'affronter une compétition chinoise à ce point déséquilibrée, quand en plus le décideur politique européen lui impose d'aller sur le terrain sur lequel ses concurrents ont 10 ans d'avance sur nous. C'est réellement, encore une fois, une situation de naïveté qui met des milliers d'emplois en danger, qui menace notre environnement, parce que en réalité, le 100% véhicule électrique a un impact environnemental absolument catastrophique à bien des égards. Vous avez évidemment tout un processus d'extraction de matériaux, la production des batteries est très émettrice. La Chine refuse, je le disais tout à l'heure, je visitais il y a quelques jours une entreprise à Angers exceptionnelle qui s'appelle Voltaire. Je ne sais pas si vous connaissez Voltaire. Non. Ils font aujourd'hui, en partant du principe que le premier gisement de terres rares, il se trouve dans nos poches, il se trouve dans nos batteries actuelles, ils font un travail remarquable pour retraiter les batteries et leur donner une seconde vie. La Chine a vu que cette situation était en train de se créer et donc elle fait tout aujourd'hui pour rendre impossible le recyclage des batteries. Là où jusque-là, les piles qui servent d'éléments de base à la construction des batteries étaient placées dans des boîtes métalliques qu'on pouvait ouvrir pour récupérer les composants et les réutiliser, maintenant elles coulent ces éléments de base dans du silicone pour qu'il soit impossible de faire quelque chose de ces composants de départ. Vous voyez bien qu'on est dans une situation où, encore une fois, si on veut pouvoir donner à nos entreprises les moyens de se déployer, il faut sortir de la naïveté, il faut engager les bras de fer nécessaires pour recréer des conditions de concurrence loyale. 2/3 des émissions de carbone viennent des pays qui ne sont pas européens. Aimez-vous à rappeler, est-ce que ce n'est pas une façon de nous exonérer de nos propres efforts en matière de transition ? Certainement pas. C'est juste une manière de regarder le problème du climat avec rationalité. Parce que vous savez, dans sa globalité. La question climatique, ça ne doit pas être l'objet d'une nouvelle religion millénariste avec une idéologie de la décroissance qui voudrait nous faire croire que le problème se trouve dans ceux qui produisent chez nous. Non, c'est faux. C'est tout simplement faux. Le vrai problème, il n'est pas dans ce qu'on produit. L'Europe, c'est 6% des émissions de CO2 dans le monde. Exactement. Et la France, moins de 1%. Si on arrêtait complètement de produire en France, si la France disparaissait, le climat ne s'en rendrait pas compte. Et en fait, je crois que le grand problème de la stratégie européenne, c'est qu'on est rentré dans une logique du net zéro. C'est ça l'objectif de la Commission européenne, le net zéro, zéro émission en 2050. Mais il y a une façon très simple d'y parvenir. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises au Parlement européen, c'est zéro travail, zéro production, zéro création, zéro vie, zéro valeur ajoutée, zéro entreprise, zéro vie. Et en fait, une fois qu'on aura fait ça, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, on importera tout de pays tiers
dont les modèles de production sont bien plus destructeurs pour l'environnement, et on se sera imposé à nous-mêmes la double peine, catastrophe écologique, parce qu'on a offert de la compétitivité à ces modèles destructeurs, Donc il faut et catastrophe économique, il faut parce qu'on freiner a détruit nos transition. pays. Il faut freiner notre transition. Non, il faut mettre l'effort là où il est attendu. En fait, l'Europe aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle n'a pas de responsabilité, mais sa responsabilité n'est pas d'abord dans ce qu'elle produit, elle est d'abord dans ce qu'elle importe. La responsabilité de l'Europe, c'est d'abord son marché. Et là, pour le coup, il y a 450 tellement millions à de faire. consommateurs. Le plus grand marché mondial, la plus grande profondeur de marché. Et ça, c'est une chance inouïe, parce que ce marché-là, personne ne peut le contourner. Et donc, avec notre marché, on a un levier exceptionnel pour entraîner la production mondiale dans la décarbonation. Le problème aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas expliquer aux citoyens européens que le problème est dans ce qu'ils font, quand évidemment ils voient le contraire. La Chine, c'est à elle toute seule 33% des émissions mondiales. Exactement. Les émissions chinoises ont augmenté de 6% l'an dernier. En 2022, la Chine a annoncé qu'elle ouvrait 2 centrales à charbon par semaine. Et après, on va aller expliquer à l'éleveur de vaches charolaises dans la campagne française que c'est lui qui est responsable du dérèglement climatique. Et on va lui imposer des normes dans son étable, des normes de décarbonation qui sont les mêmes que pour l'industrie chimique. Bien sûr, après la France se veut avant-gardiste et peut-être que les normes qu'on a aujourd'hui en France seront des normes que les Chinois auront chez eux dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. On aurait été précurseurs, on aurait été pionniers. Ça, c'est exactement la logique dont il faut sortir. Exactement. La logique qui ne marche pas, qui nous conduit à la faillite, c'est celle qui consiste à dire il faut montrer l'exemple. Ouais. Lead by example. Je l'ai entendu tellement de fois à Bruxelles. Pardon de le dire en anglais, mais c'est la manière dont on nous explique en permanence qu'il faut qu'on soit les plus vertueux. Mais si vous êtes les plus vertueux et que vous êtes tout seul, vous n'êtes pas du tout un exemple. Vous êtes juste une victime. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe, c'est qu'à force de se tirer des balles dans le genou, on détruit la production qui en réalité est la plus exigeante au monde du point de vue environnemental. Donc maintenant, le vrai sujet, c'est pas de fragiliser notre modèle, c'est de l'exporter. Et c'est de faire en sorte qu'à travers notre marché, on fixe les règles du jeu et qu'on impose aux grands producteurs mondiaux ce qui est aujourd'hui l'urgence absolue, c'est la sortie du charbon. Sortir du charbon, c'est l'urgence totale. Parce que produire, prenons la production d'électricité qui représente à elle toute seule un tiers des émissions mondiales, produire de l'électricité avec, produire 1 kWh d'électricité avec du charbon, c'est 800 grammes de CO2. Avec du nucléaire, 11 grammes. Ouais. Donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on sort le monde du charbon. La France est vertueuse de ce point de vue-là. La France est vertueuse, pourquoi ? Grâce à sa filière nucléaire. Exactement. Et c'est la filière nucléaire que nous avons défendue, que, je dois dire, nous avons été les seuls à défendre dans le paysage politique français au cours des dernières années, y compris dans les débats européens. Parce que le nucléaire a été très attaqué par la Commission europééenne, par le Parlement européen, par des forces politiques qui mêlaient Ça a changé, depuis ça a changé. Mais non. En réalité, reconnu comme étant une énergie de transition. Et grâce à qui ? D'abord, le nucléaire, mettons les choses à plat, n'est pas une énergie de transition. Ça ne peut pas l'être. C'est une énergie de long terme. Il faut s'engager dans la construction du nouveau nucléaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut engager notre pays dans une stratégie qui le lie pour le siècle qui vient. Peut-être que la recherche nous permettra d'identifier d'autres alternatives, mais aujourd'hui, en tous les cas, il faut une stratégie long terme. Le projet qui guide toujours aujourd'hui la Commission européenne, c'est celui qui consiste à imposer partout le mix fondé sur les renouvelables. Et donc, renouvelable implique gaz et implique charbon. On le voit évidemment en Allemagne. Du fait de l'intermittence. Du fait de l'intermittence, parce que l'énergie renouvelable. Quand vous avez une éolienne, évidemment, elle n'est pas pilotable. Donc le temps qu'elle ne produit pas, c'est-à-dire l'essentiel du temps, il faut se substituer, il faut lui substituer une énergie pilotable, du gaz ou, comme aujourd'hui en Allemagne, du charbon. C'est des ministres écologistes en Allemagne qui signent des permis pour étendre des mines de lignite qui tuent tous les jours en France. Donc voilà, moi je dis simplement, dans ce débat, il faut retrouver la rationalité, il faut retrouver les faits, je le disais à l'instant. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de sortir du charbon. Et donc, pour nous, en France, de s'appuyer sur cette filière nucléaire en lui redonnant un avenir. En quoi cette élection du 9 juin est essentielle, à court terme, à court moyen terme, pour nous, Européens, pour les Européens ? Elle est essentielle parce que je crois que l'Europe est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui. Et pour moi, le constat majeur que je fais dans cette campagne européenne, c'est celui d'un double décrochage. Le décrochage économique de l'Europe dans le monde et le décrochage de la France en Europe. De l'Europe dans le monde, l'année dernière, le PIB américain a cru 5 fois plus vite que le PIB européen.
Non, c'est pas 5 fois plus vite, mais 2,5% aux États-Unis. On a fait un peu moins de 1,08. Bon, oui, bon. Non, 5 fois. Oui, 5 fois le ratio est de 1 à 5. 1 à On 5. pourra vérifier les chiffres. Ouais. C'était l'an dernier. La France a fait mieux, pour le coup. Vous dites que la France décroche en Europe, mais la France a fait 0,9, là où, si je vous crois, l'Europe a fait 0,5. Mais à quel prix? Donc la France ne décroche pas en Europe. Au prix de 1000 milliards d'euros de dette publique et d'une trajectoire budgétaire qui sidère l'Europe tout entière. Parce que c'est quand même aussi... Les Italiens font pire en termes de déficit public. Les Italiens font pire en termes de dette publique. De déficit public et de dette, les deux. Mais en revanche, les bases de leur économie sont, je crois, plus solides que l'économie française aujourd'hui. Pour moi, le plus important, ce n'est pas le déficit public. Je vais le dire d'une manière qui peut-être surprendra, parce qu'on concentre souvent l'attention là-dessus. Le plus marquant pour la France, c'est le déficit commercial. Et là, pour le coup, le record de déficit commercial l'an dernier, deuxième record historique, 100 milliards d'euros. Ce record-là, il dit la gravité de la situation d'un pays qui ne produit plus ce dont il a besoin et qui est devenu un pays de consommateurs, qui alimente sa consommation courante par de la dette publique et par le fait de vendre ses actifs à des investisseurs étrangers. Pour moi, le sommet de Choose France, bon, alors un peu 15 l'envers du milliards décor. d'euros d'investissement. Bon, vous me direz 10 000 créations d'emplois. J'ai un peu tiqué. Des créations d'emplois à haute valeur ajoutée, évidemment, mais seulement 10 000 créations d'emplois sur 15 milliards mais d'euros. surtout, le vrai sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait besoin de se tourner vers des investisseurs étrangers pour acquérir notre économie, pour faire que notre économie soit... Investir, pas acquérir, investir chez en nous, vérité, avec de l'emploi en France. Oui, bien sûr, mais c'est aussi une manière de prendre le contrôle sur des actifs. D'ailleurs, Emmanuel Macron aura été celui qui a le plus vu partir ou laissé partir de fleurons français vers des capitaux étrangers. Et la déclaration qu'il faisait avant-hier sur la Société Générale est quand même assez impressionnante de ce point de vue-là. Ouais. Quand Emmanuel Macron, le président de la République, dit oui, si la Société Générale devait être achetée par un Européen, ce serait très bien comme ça. En l'occurrence, la Banque Santander qui est susceptible de faire valoir ses intérêts sur la Société Générale. Il n'y a aucun pays européen qui se comporte de cette manière-là. Et il n'y a aucun pays européen qui considère que le sommet de Choose France, c'est un événement qui devrait correspondre à un pays en développement en réalité, qui fait venir des acteurs étrangers pour investir dans le développement de son économie. Le vrai sujet de la France, c'est que, comme le dit très bien l'économiste Jean-Marc Daniel, elle est en train de devenir un pays détenu. Un pays détenu, il y a deux types de pays, dit Jean-Marc Daniel, les pays détenteurs et les pays détenus. Souvent, les pays détenus sont des pays en développement, qui sont jeunes, qui sont en croissance et qui font venir des acteurs étrangers pour investir dans leur économie. Les pays détenteurs sont des pays vieillissants, prospères, qui, eux, investissent en dehors de leurs frontières. Nous, on est plutôt un pays développé, plutôt un pays vieillissant, mais un pays détenu en même temps. Et ça fait de la France un pays qui aujourd'hui est, je crois, sans doute sur une trajectoire assez préoccupante, y compris dans l'espace européen. Donc sortir le tapis rouge pour les firmes internationales, quelque part vous souhaiteriez, je ne parle pas à votre place, mais que le gouvernement fasse plus pour amplifier l'investissement en France, des boîtes françaises, c'est ça peut-être aussi Bien le sûr, sujet. évidemment. Ça suppose des mesures très simples. Ça suppose de faire baisser le poids de la fiscalité. On a la pression fiscale la plus importante du monde, les prélèvements obligatoires les plus importants au monde dans l'OCDE. C'est un record désastreux pour notre vitalité économique. Et puis créer les incitatifs qui feront que, ça c'est une proposition que nous portons avec les Républicains dans ce débat européen, créer les incitatifs fiscaux y compris, qui feront que l'épargne des Européens sera conduite à s'investir dans l'économie européenne. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'où l'accélération sur l'union des marchés de capitaux. Exactement. Souhaitez-vous y être favorable, vous aussi? Bien sûr. Au MEDEF, c'est le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui disait d'être favorable aussi à l'accélération du marché de capitaux. Ça a dû vous surprendre, ça, non? Je lui ai répondu que j'admirais l'agilité du Rassemblement national parce que quand même, il y a 5 ans, le RN était pour la sortie de l'euro. Et maintenant, le RN semblait être favorable à l'union des marchés de capitaux. Bon, tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit très consistant parce que simultanément, j'entendais le monsieur économie du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, dans un débat auquel on était invité, qui disait que la vraie solution pour l'investissement d'avenir, c'était d'imprimer des billets, faire de la création monétaire massive en imposant à la BCE d'injecter des liquidités dans l'économie. Ce qui évidemment est totalement impossible parce que ça supposerait de sortir de l'euro en réalité, donc rien n'a vraiment changé. Mais c'est surtout une solution d'extrême gauche au problème de l'économie aujourd'hui. Moi je crois, vous savez que, et c'est ce qui distingue sans doute la droite française dans le débat européen aujourd'hui, on entend le RN parler de création monétaire, on entend la gauche évoquer le fait que taxer les riches est la solution à tout. On voit le président de la République nous dire que l'avenir pour l'Europe, c'est de créer de la dette commune et des impôts européens. Moi, je crois qu'il n'y a pas... Pourquoi pas plus de...
Voilà, un peu plus de dettes, plus d'impôts, plus d'investissements surtout. Vous trouvez qu'on n'a pas assez de dettes? Non, mais plus d'investissements. Vous trouvez qu'on n'a pas assez d'impôts? L'Union européenne en tant que telle est très peu endettée. Mais le vrai sujet, est-ce que c'est de créer de la dette ailleurs, puisqu'on en a déjà trop sur nos propres épaules? C'est de la bonne dette aujourd'hui? avec du bon investissement. Non, mais on va être sérieux Dans la une seconde. transition, dans l'industrie. Emmanuel Macron nous dit il faut rendre l'Europe plus puissante et donc on va créer des emprunts européens et des impôts européens. Mais si pour être puissant, il fallait avoir de la dette et des impôts, la France serait le pays le plus puissant d'Europe. Aujourd'hui, elle est juste le plus vulnérable, ou l'un des plus vulnérables. Et donc il faut revenir à la raison. Moi, je crois qu'il n'y a pas de valeur créée ailleurs que dans la vie économique, que dans le monde des entreprises, que dans le travail de ceux qui, en créant leur entreprise, en la faisant prospérer, sont capables de faire de la valeur ajoutée, de créer de l'emploi, de susciter de l'innovation. Je suis convaincu que le rôle des acteurs publics, c'est de faire en sorte de recréer le contexte favorable pour la liberté économique et qu'on ne deviendra pas plus fort si on crée plus de poids sur les épaules de nos entreprises et sur les épaules de nos enfants. Parce que quand on parle de dette, on parle aussi de ça, une forme d'inconséquence à l'égard des générations qui viennent. Aujourd'hui, la dette française, elle sert massivement à financer le fonctionnement d'un État qui est en déficit structurel, pas à financer l'investissement, le fonctionnement. Bon, il y a le plan France 2030, il y a des choses quand même. On paye notre consommation d'aujourd'hui on paye notre consommation d'aujourd'hui sur les inconséquences qu'on accepte à l'égard de nos successeurs. Emmanuel Macron, lors du sommet de Choose France, qui s'est dit pas du tout satisfait à l'idée d'une cotation principale de Total Energy à New York. Vous êtes d'accord, j'imagine? Bien sûr, mais il faudrait peut-être qu'il s'interroge sur la cause de cette situation. Vous savez, je lisais qu'Emmanuel Macron avait dit à son ministre de l'économie dans une réunion à l'Élysée en parlant de la dette. Ça fait 7 ans, Bruno, Bruno. ça fait 7 ans que tu es là. Ouais. Moi, j'ai envie de dire au président de la République de manière très respectueuse, mais enfin, Emmanuel, ça fait 12 ans que tu es là. 12 Ah oui, il faut... Qui était ministre de l'économie? Qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge des questions économiques? Ça fait 12 ans qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, à Bercy. Ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Il y a peut-être un moment où il faut regarder en face la responsabilité qu'il porte devant cette situation. Et je ne dis pas ça, encore une fois, pour jouer le jeu d'une opposition politique stérile, mais parce que je crois qu'on a maintenant besoin d'un acte de lucidité pour que la France sorte du déclin. Et la crise que nous traversons, elle doit évidemment à des décisions qui ont précédé l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avec François Hollande ou sous ses propres quinquennats. Mais la vérité, c'est que depuis 12 ans, la situation n'a fait que se dégrader de manière accélérée. Et donc oui, il faut retrouver la lucidité nécessaire pour sortir de là. Et pour moi, la solution, je le redis, c'est de retrouver le sens de la liberté. On ne s'en sortira pas en proposant, comme le veut la majorité macroniste aujourd'hui, une multiplication de plans, de pactes, de dispositifs nouveaux, d'emprunts nouveaux, d'impôts nouveaux. Non, on s'en sortira au contraire en supprimant les réglementations inutiles qui ont asphyxié notre vie économique, en faisant baisser le poids de la fiscalité, en supprimant les impôts de production, en allégeant les charges qui pèsent sur le travail, en rendant ainsi de la rémunération aux salariés et donc de l'attractivité au monde du travail. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Mais vous avez quand même des points communs avec la majorité présidentielle, au-delà philosophiquement d'être pro-européen, sur l'investissement, sur l'Europe des projets. Ils sont, Valérie Hayé, la tête de liste de Renaissance, elle défend une Europe plus intégrée et la fin de la règle de l'unanimité pour plus d'efficacité. Vous êtes d'accord, ça? Non. Le fait qu'on avance de manière concentrique avec les pays qui sont d'accord en Europe, comme nous, sur certains sujets? Le sujet de l'Europe, ce n'est pas l'unanimité. Hein. L'unanimité n'a pas du tout empêché l'Europe d'avancer et d'avancer rapidement sur des sujets absolument majeurs. Prenez la guerre en Ukraine. On a répondu à la guerre en Ukraine par 13 trains de sanctions successives contre la Russie, par le fait de mettre en œuvre la facilité européenne pour la paix en livrant des armes à un pays belligérant aux frontières de l'Europe. Tout ça, c'est fait à l'unanimité. On n'a pas besoin de revenir sur cette règle pour que les choses avancent et qu'elles avancent bien. Peut-être dans certains domaines, il faut réviser la manière dont fonctionne la décision européenne, mais le vrai problème n'est pas la méthode, le vrai problème c'est le contenu des décisions. Et de ce point de vue-là, j'ai un désaccord radical avec Valérie Hayé. Parce que Valérie Hayé, je termine sur ce point, quand elle commence sa campagne, elle dit, ce que je dénonçais depuis 5 ans, mais que personne ne voulait voir, elle dit « les macronistes votent 90% avec les socialistes au Parlement européen ». Et donc, M. Glucksmann devrait être avec nous. Mais c'est vrai, elle a raison. Au Parlement européen, le vrai grand drame de la représentation française au Parlement européen, c'est que vous avez une délégation macroniste qui fait la politique de la gauche et une délégation RN qui fait la politique de la chaise vide.
Et les deux grandes forces politiques qui ont gagné la dernière élection européenne, en réalité, de ce point de vue-là, ont, je crois, été au cœur de la crise que l'Europe traverse aujourd'hui. Parce que moi, je ne crois pas aux solutions de la gauche. Je ne suis pas socialiste et pour ma part, je ne l'ai jamais été. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la période que nous vivons, dans la crise que nous traversons, on n'a plus droit au « en même temps ». C'est pas vrai. Dans le débat européen, il y a les deux grandes forces politiques qui structurent la vie démocratique. La droite, le groupe auquel nous appartenons, qui sera la première force politique dans le prochain mandat, et la gauche, le groupe socialiste est le deuxième groupe du Parlement européen. Et le vrai clivage, il est là. Sur le véhicule électrique, on en parlait tout à l'heure, sur le projet de décroissance agricole, sur le projet de complexification permanente de la vie économique. Dans la dernière session plénière, il y a encore quelques jours au Parlement européen, les députés macronistes ont voté avec enthousiasme, avec les socialistes, avec les Verts, un texte approuvé avec force par l'extrême gauche qui s'appelle « Devoir de vigilance », qui va créer de la contrainte et du risque pénal pour tous les chefs d'entreprise de France. Mais c'est exactement de cette logique-là qu'il faut sortir. Et donc moi, j'ai un désaccord majeur avec les macronistes. Je crois, moi, que nous avons besoin aujourd'hui de retrouver de la liberté économique. En quoi vous êtes une alternative? Vous avez présenté votre programme hier. En quoi vous êtes concrètement une alternative par rapport au projet du RN et du parti présidentiel, que vous qualifiez tous deux de projet d'impasse? Parce que d'abord, tous les deux sont socialistes, en réalité. Je le disais à l'instant. Et finalement, dans cette campagne, personne ne parle de la nécessité de rendre aux entreprises les moyens d'agir, de travailler, de créer de la valeur, de créer de l'emploi. Personne n'en parle à part nous. Je crois que nous sommes les seuls à dire aujourd'hui que la première mission de l'Union européenne, c'est de recréer le cadre nécessaire pour retrouver cette prospérité dont nous avons besoin. Parce qu'à travers la prospérité, c'est l'équilibre de nos modèles sociaux, c'est la stabilité de nos sociétés, c'est notre capacité d'innover et c'est bien sûr la vitalité démocratique qui permet à nos pays de maîtriser leur destin. Si nous n'avons pas de prospérité, si nous ne sommes pas capables de retrouver les chemins qui nous feront sortir du déclin, eh bien je suis convaincu que demain, nous serons condamnés, c'est le symptôme que vous évoquiez avec la situation de Total, nous serons condamnés à regarder la décision qui se fera à l'extérieur de nos frontières, en dehors de l'Europe et à subir une marche du monde qui s'écrira sans nous. Sur quel sujet il faut plus d'Europe? Sur quel sujet il faut moins d'Europe? Il faut moins d'Europe des normes et plus d'Europe des stratégies. Il faut sortir d'une Europe de la contrainte, du contrôle, de la surveillance, de la défiance et rentrer dans une Europe qui investit avec détermination dans des secteurs qui sont stratégiques pour son avenir. Je pense à la défense, j'ai été rapporteur sur le Fonds européen de défense, qui est un texte très important qui nous a permis de conduire nos industries de défense à investir ensemble dans la recherche et l'innovation sur des briques technologiques communes. Je pense à la question de l'intelligence artificielle, typiquement. Sortir d'une Europe des normes, qui croit que son principal pouvoir, c'est de créer de la régulation, pour rentrer dans une Europe des stratégies qui permet à l'économie européenne d'investir dans des filières d'avenir. C'est dans tous les domaines, au fond, nous avons besoin de changer complètement de paradigme. On est à moins d'un mois de l'élection, des élections européennes. Vous êtes, j'ai regardé les sondages, autour de 8% d'intention de vote. Vous avez le sentiment de stagner, vous avez le sentiment qu'il y a un début de dynamique. Et quel est votre objectif vous aviez fait 8,40 quelque chose, 49, je ne sais plus, 8,5% en 2019. C'est de faire mieux, j'imagine, évidemment. Bien sûr, moi, je suis un compétiteur, je veux faire le mieux possible, et non seulement parce que je crois qu'il faut s'engager dans des batailles avec l'ambition de les gagner, mais aussi parce que l'enjeu de cette élection, il est fondamental et qui repose sur nous d'abord. Pourquoi? Parce que... À chaque élection, on dit que c'est l'élection de la dernière chance, etc. Je ne dis pas que c'est l'élection de la dernière chance, je dis que l'enjeu est fondamental. Ouais. Et j'en suis profondément convaincu. Parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins, et ça, pour le coup, je pense que tout le monde le perçoit. Et on vit un moment d'accélération. Il y a des moments dans l'histoire qui sont de cette nature. Et la particularité de cette élection, c'est qu'encore une fois, je le redis, cet enjeu repose sur nous, sur nos épaules, avec nous, les Républicains. Nous sommes les seuls demain à pouvoir représenter les Français là où la décision se fera. Le paradoxe de la situation, c'est que nous traversons en France la crise que les partis de gouvernement connaissent. Et tout le monde sait que, bien sûr, aujourd'hui, les vents sondagés les plus favorables ne sont pas avec nous. Mais si je me suis engagé dans cette famille politique, c'est parce que j'ai la conviction que nous avons le devoir, justement, de la reconstruire. Parce qu'elle appartient à la première force politique européenne qui va décider de ce qui va se jouer en Europe dans les 5 prochaines années. Le PPE, c'était 7 gouvernements en Europe sur 27 en 2019. En 5 ans, il est aujourd'hui à 15 gouvernements.
sur 27 en 2024. Donc, on voit bien qu'autour de la table du Conseil, vous aurez une majorité de droite. À la Commission européenne, vous aurez 15 commissaires issus des rangs du PPE. Et au Parlement européen, selon toute probabilité, nous serons le premier groupe parlementaire. Et donc ma conviction, c'est que notre responsabilité est immense parce que nous aurons pour mission de faire en sorte que la voix des Français soit entendue, que les intérêts des Français soient défendus. Vous savez, le Parlement européen, les entrepreneurs le savent, le monde économique le sait bien. Si vous voulez des résultats, il faut être au combat tous les jours. Tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Matin, midi et soir. Il faut, si vous voulez obtenir quelque chose, beaucoup de persévérance. Il faut mener les bras de fer jusqu'au bout pour pouvoir faire bouger les lignes. Et bien, le Parlement européen, c'est pareil. La vie politique, c'est pareil. On n'obtient rien sans travail. On n'obtient rien sans combat. Et nous, pendant ces 5 dernières années, on s'est battus sur les sujets les plus importants pour l'avenir du pays. On a gagné des batailles importantes sur le nucléaire, on en parlait tout à l'heure, sur la question migratoire, on en a peu parlé, mais c'est aussi un sujet important pour l'avenir de notre pays. Sur la lutte contre la complexification normative, on a parfois perdu, comme sur le moteur thermique, mais on s'est battu parce que ce qui se joue en Europe a un impact sur nous. Et dans le mandat qui vient, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible, élus des Républicains au Parlement européen, pour pouvoir mener ces combats et pour pouvoir les gagner dans le débat européen pour la France et pour les Français. Allez, merci pour cet entretien. François-Xavier Bellamy, tête de liste du Parti Les Républicains aux élections européennes. Merci à vous. Merci à vous.